Je m'appelle Colette Brun, je suis professeure au département d'information et de communication de l'Université Laval. Je suis spécialiste du journalisme et je suis aussi directrice du Centre d'études sur les médias. Donc, je fais partie, le Centre d'études est partenaire de l'événement et je fais partie du comité organisateur. Et donc, pourquoi avoir organisé une conférence sur les fausses nouvelles? C'est quoi l'importance un peu des fausses nouvelles et pourquoi on aurait vraiment besoin d'une éducation dans le domaine Oui, des les fausses médias? nouvelles, c'est un peu le prétexte pour l'organisation de l'événement. On parle beaucoup des fausses nouvelles, on s'intéresse beaucoup à la désinformation. C'est pas un problème nouveau, c'est un problème qui prend des nouvelles formes dans l'espace numérique, mais qui suscite peut-être beaucoup de panique et beaucoup d'inquiétude et peut-être pas assez, ou en tout cas pas encore assez de compréhension, de savoir. Alors, pour nous, les problèmes, pour les chercheurs, les problèmes sont des énigmes à résoudre. C'est pas des choses devant lesquelles on va s'alarmer. Et puis, bon, Normand Landry, qui est spécialiste de l'éducation média, on a formé, dans le fond, une équipe. On avait déjà commencé avec Normand et Thierry à explorer la question de la définition des littératies médiatiques et particulièrement de ce qu'on appelle en anglais la news literacy, ce qu'on a appelé, je dirais, temporairement l'alphabétisation à l'actualité, hein, la compréhension de l'information, mais surtout du monde dans lequel on vit. Et on s'est rapidement rendu compte que c'était quelque chose d'extrêmement complexe, surtout quand on essayait de mettre ça en relation avec la citoyenneté en démocratie à l'ère numérique. On s'est dit, bon, là, ça devient très, très lourd et très compliqué. Et on a fait un premier débroussaillage, si on veut, de la littérature scientifique. Mais on s'est dit, on a besoin d'autres gens pour nous aider à comprendre ça. Et on savait qu'il y avait déjà beaucoup d'initiatives sur le terrain au Québec, en milieu scolaire, des organisations, des associations qui organisent toutes sortes d'activités, d'ateliers, de formations. Alors, on s'est dit, on va rassembler tous ces gens-là dans un événement pour faire une sorte de grand remue-ménage, un partage d'expertise, un partage d'expérience aussi, et aussi pour que ça débouche sur des recommandations, sur des propositions concrètes qui pourraient être mises en œuvre sous forme de politique publique. L'idée, c'est vraiment quand on parle d'éducation, c'est une responsabilité de l'État, donc il faut trouver des moyens, s'entendre aussi. C'est le grand défi, je pense, d'une rencontre comme celle-là, parce qu'on est nombreux, de s'entendre sur des priorités. Et ce qu'on voit jusqu'à maintenant dans les échanges, c'est que les priorités sont très nombreuses et que les moyens concrets sont pluriels. Donc, je pense qu'on va probablement s'entendre en fin de journée sur des grandes orientations. En fait, ce qu'on espère produire, ce qu'on va produire au terme de cette journée, c'est un document qui va être un livre blanc, en fait, donc un ensemble de recommandations, de propositions, d'actions, de politiques publiques. Mais c'est très important de comprendre que c'est aussi un document de discussion. C'est pas une liste fermée et c'est pas une liste définitive. Il y a sûrement encore des choses qui bougeront après à partir des réactions. Il y a beaucoup de participants ici aujourd'hui avec beaucoup d'expertises variées, mais il y a sûrement d'autres gens qui vont vouloir intervenir. Et donc, c'est quelque chose qui va s'adapter, je dirais. Mais ce qu'on espère, c'est évidemment que ça débouche sur des solutions concrètes. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de créativité, mais il y a peut-être un manque de concertation, particulièrement dans le domaine, chez les enseignants eux-mêmes, qui sont un peu laissés à eux-mêmes pour développer eux-mêmes des contenus, des outils, des stratégies pour développer ces compétences-là chez les élèves. On est tous un peu des néophytes en matière de numérique et en matière d'utilisation et de compréhension de l'environnement numérique dans lequel on est. Et pas seulement de l'environnement technologique, mais aussi du monde lui-même là, qui change. Et donc, de permettre aux gens déjà de se réunir, de mettre des choses en commun et de s'entendre peut-être sur un certain nombre de priorités pour éviter la dispersion des ressources. Alors, vous avez parlé de littératie plutôt, et c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans les conférences, et ça a l'air d'être vraiment une notion complexe. Est-ce que vous auriez une définition simple de la littératie? Oui, telle que moi je la comprends, la littératie au sens général, parce qu'on pense, d'abord il y a le mot lettre là-dedans, donc on pense surtout à la compréhension de texte au départ.
après ça, la définition de texte, on peut l'éclater et dire tout ce qui est tout symbole, tout message est un texte, et puis ça devient rapidement très compliqué. Mais la capacité de décoder, de déchiffrer, de penser par soi-même à travers les messages qu'on reçoit et qu'on va chercher, parce qu'on n'est plus dans une logique simplement de recevoir des messages, mais aussi d'aller soi-même se construire un ensemble de messages pour faire un peu sens du monde dans lequel on vit, et comprendre aussi, suivre l'actualité, savoir ce qui se passe, et justement être capable aussi de reconnaître une information qui est clairement manipulée, fabriquée à des fins malveillantes, et aussi de pouvoir en discuter avec d'autres. Parce que là, on parle d'un ensemble de compétences. Quand on parle de littératie, on va penser surtout à la consommation ou la réception de contenu, mais il y a aussi des habiletés à aller chercher des informations, puis aussi à les produire, à les mettre en forme soi-même, parce que dans le fond, on est tous un peu des diffuseurs aujourd'hui. Alors, ça demande un ensemble de capacités qui sont très complexes. On pourrait même se décourager devant la tâche de former des jeunes à ça, mais il y a des initiatives absolument extraordinaires et on comprend, je pense, de mieux en mieux ce qui doit être fait et comment on peut le faire auprès de jeunes à différentes étapes de leur cursus scolaire. Et on veut aussi développer des outils pour les adultes, que ce soit pour les personnes âgées, pour les personnes en situation peut-être plus marginalisées, qui ont peut-être moins accès à ces outils-là ou qui ont des barrières plus grandes à leur utilisation, à leur manipulation. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. La question, c'est par où on commence et comment on s'organise collectivement pour le faire. Mais c'est un très, très beau défi. Et est-ce qu'il y aurait deux façons d'aborder entre l'éducation des jeunes qui, eux, grandissent avec Internet, sont nés avec Internet, et ceux des adultes qui, eux, ont connu ça peut-être plus tard? En fait, je dirais que c'est beaucoup plus... Je découperais ça en beaucoup plus de morceaux, parce que même chez les jeunes, ce qu'on fait comme formation primaire avec des enfants qui ont peut-être 8-10 ans, on sait maintenant que les enfants, maintenant, ont des téléphones cellulaires, souvent à cet âge-là, donc ils sont déjà exposés à une foule de contenus. Donc, déjà à 8-10 ans, mais leur capacité, si on veut leur maturité, leur capacité intellectuelle ne sont pas aussi développées. Donc, il faut l'aborder d'une certaine manière avec eux, d'une autre manière avec des adolescents secondaires, puis au cégep, puis à l'université, des jeunes adultes. Pour ce qui est des adultes, après ça, ben là, il y a différentes générations, il y a différentes cohortes. On pense, par exemple, aux gens peut-être de 65 ans et plus, qui sont moins à l'aise avec certaines fonctions, si on veut, des médias sociaux ou certains repères qu'on peut trouver pour se situer là, dans la masse d'informations qu'on reçoit. Mais il y a aussi une question de scolarité autant que d'âge. Mais je pense que la question de l'âge, oui, est importante. On voit que chez les jeunes, on parle beaucoup des jeunes en milieu scolaire parce que c'est là où on les a captifs, on peut intervenir. Mais ce qu'on voit chez les jeunes adultes, je pense que c'est plutôt encourageant en termes de leur capacité, leur compétence, leur capacité à déchiffrer puis à naviguer dans cet environnement-là. Et peut-être qu'effectivement, quand on va vers des couches plus âgées, 60, 65 ans et plus, là, on va retrouver quand même une bonne partie de la population qui est un peu plus dépourvue. Cela étant dit, je connais personnellement beaucoup de gens dans ces tranches d'âge-là qui sont extrêmement compétents et habiles. Là, je ne voudrais pas faire dans l'âgisme, mais c'est sûr que statistiquement, c'est des populations qui ont peut-être un peu plus de difficultés à apprendre à simplement vivre dans cet environnement-là qui est arrivé quand même assez tardivement dans leur vie. Et bon, les capacités d'apprentissage, on peut apprendre à toute étape de la vie, mais c'est peut-être un peu plus lent quand on atteint un âge plus avancé. Donc, il y a des stratégies. On a même discuté de la possibilité de créer un cours pour l'université du 3e âge là-dessus, sur les fausses nouvelles, la désinformation, l'environnement numérique. Et j'ai l'impression qu'on aurait beaucoup de plaisir et que ça pourrait être quelque chose de très agréable à faire. Et là, le défi, c'est toujours de trouver le temps pour ces nombreux projets.
Et oui, est-ce que de plus de déchiffrer toutes les informations qu'il y a, est-ce qu'il y a aussi deux façons d'aborder l'information par rapport aux âges? Ben, le rapport, si on veut, la question de la confiance. On a beaucoup parlé de la question de la confiance à l'égard des sources. Je pense que les jeunes ont tendance à être plus méfiants en général à l'égard des sources d'information, quelles qu'elles soient. Et que nous, c'est ce qu'on voit dans les données qu'on recueille parce qu'on fait une grande enquête au Centre d'études sur les médias sur les attitudes, les habitudes de consommation d'informations en ligne. Et les gens, je dirais à partir de 55 ans surtout, font beaucoup plus confiance aux médias traditionnels, la télévision en continu, les journaux et même la radio, comme source d'information crédible, probablement parce qu'ils ont été élevés dans une culture où ces médias-là étaient un peu une source d'autorité. Alors que chez les jeunes, c'est plus du tout le cas. C'est pas qu'on cultive la méfiance chez les jeunes, mais qu'ils baignent dans un environnement où il y a beaucoup de sources incertaines. Les médias traditionnels aussi vivent des difficultés économiques importantes, donc ont peut-être pas les ressources qu'ils avaient à l'époque où leurs grands-parents les ont connus. Alors, il y a une méfiance qui est certainement saine, mais comme on a vu dans certaines des interventions ici, il faut aussi apprendre aux jeunes à cultiver, à développer une certaine confiance relative à l'égard de certaines sources. Pas nécessairement en leur disant « faites confiance à ce média-là, cette marque-là, parce que c'est une marque qui existe depuis longtemps » et tout ça. C'est un élément qu'on peut prendre en considération, mais aussi en fonction des messages qui leur sont transmis, la façon dont les messages, quand on pense à des reportages journalistiques par exemple, la façon dont l'information a été recueillie, dont elle est traitée, le genre de mots qu'on utilise pour expliquer une situation, la façon dont les images ont été captées, tout ça, il y a des indices qu'on peut retrouver dans les messages qui nous disent « bon, ça risque d'être un peu plus sérieux ». Mais ça devient difficile parce que la vidéo, l'image, on a tendance à croire que c'est quelque chose de vrai parce que ça nous montre une réalité qu'on peut voir. On sait déjà qu'il y a des effets de cadrage, de mise en scène, mais aujourd'hui, dans l'ère numérique, il y a la capacité de carrément tronquer des vidéos, de faire évidemment un montage, mais de combiner des mouvements, des sons pour faire dire à des gens des choses qu'ils n'ont jamais dites ou faire montrer des gestes qu'ils n'ont jamais commis. Alors, c'est de plus en plus difficile dans le fond, de voir quelque chose en ligne et se dire « oui, cette information-là, je peux lui faire confiance ». Donc, il faut être vraiment aux aguets, il faut cultiver une vigilance à tout âge, je pense. Pour revenir à votre question, donc chez les personnes plus âgées, peut-être développer ces réflexes un peu plus de méfiance, mais développer aussi la capacité de faire confiance chez les plus jeunes, à partir de leur propre capacité de lecture. Donc, est-ce que vous auriez aussi remarqué d'autres recommandations donc pour l'éducation média qui auraient jailli? Je sais que tout n'est pas encore sorti. Je pense que un élément de consensus que j'ai constaté ce matin, c'est d'intégrer de manière systématique la question de l'éducation média dans la formation des enseignants, la formation des maîtres, et de l'intégrer aussi au programme scolaire. Donc, que ce soit pas nécessairement une matière à part, mais que ce soit quelque chose qui soit évalué. Parce qu'actuellement, c'est une compétence transversale, c'est un domaine de connaissances, mais qui n'est pas... ça fait partie un peu de la toile de fond presque de l'enseignement scolaire, mais c'est pas intégré. Et le problème aussi, comme on l'intègre à toutes les matières, ben là, il n'y a pas un professeur qui va se sentir, ou une matière où on va trouver que c'est l'endroit naturel. Mais je pense pas qu'on arrivera à un consensus, peut-être cet après-midi, sur dans quelle matière il faudrait que ça soit intégré. Il y a les cours d'univers social, il y a le français, il y a même les sciences, et bien sûr éthique et culture religieuse. Je veux dire, où on le met, comment on l'intègre. Je pense pas qu'on rajoutera une autre matière à l'horaire déjà chargé des classes. Mais l'autre élément, je pense, qui fait consensus, c'est que on commence au primaire et que ça soit quelque chose qui soit présent. Ce sera peut-être plus difficile au niveau universitaire de l'offrir dans tous les programmes,
mais de l'offrir certainement jusqu'à la fin du secondaire et peut-être même au cégep, pour ensuite offrir des services, des ateliers pour la population adulte en général.